Bonsoir à tous et bienvenue à cette Cité des livres de la Fondation Jean Jaurès, donc en partenariat avec Slate.fr et France Culture Plus. Donc nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Vinocq, donc professeur à Sciences Po, qui vient de publier chez Gallimard une biographie de François Mitterrand, donc 20 ans après son départ de l'Élysée. Alors Michel Vinocq, à cette occasion, je me suis replongé un peu dans ce que vous aviez dit de François Mitterrand il y a quelques années. Et par exemple, j'ai retrouvé une phrase de 1997 où vous écriviez « François Mitterrand, au bout de 2 septennats, nous apparaît comme quelqu'un qui aura toujours couvert son intérêt particulier de l'intérêt général ». Et en lisant votre biographie, j'ai l'impression que finalement, votre jugement n'avait pas beaucoup évolué. Est-ce que vous diriez quand même que votre jugement sur le personnage s'est un peu adouci par rapport à il y a 2 décennies ? Oui, je crois que j'ai quelque peu évolué. Vous savez, en 1995, nous étions quand même sur le coup d'une émotion consécutive à 3 années épouvantables. Épouvantables, puisque à partir de 92, et surtout de 93, 94, 95, nous assistons à une sorte de débâcle du pouvoir, et surtout de la personne de François Mitterrand, sur lesquels se trouve révélée toute une série de choses, notamment des mensonges, notamment des amitiés douteuses, les tables d'écoute abusives, et puis le livre de Péan en 94, qui révèle ou qui confirme des choses que tout le monde ne savait pas et sur lesquelles François Mitterrand avait quand même brodé et menti, déjà avec son premier livre un peu autobiographique en 1969, La part de vérité. Ça a été terrible, et à l'intérieur du Parti socialiste, il y a eu aussi des tensions considérables. François Mitterrand voulant ménager l'avenir de tel de ses poulains, avec du reste sans y parvenir, et puis surtout mettant tout ce qu'il pouvait de banane sous les pieds de Michel Rocard, et en particulier ce qui a fait scandale, c'est en 1994, lorsqu'il va susciter une liste pour les élections européennes, susciter une liste dont le leader est Bernard Tapie, qui va obtenir, grâce à l'appui de Mitterrand, 12%, n'est-ce pas, des voix, ce qui va mettre la liste de Michel Rocard au tapis. Il aura au tapis 14%, n'est-ce pas? Et c'est à cause de cet épisode que Michel Rocard démissionne, et que, je dirais, tout son avenir politique, toute son ambition politique, alors qu'il était le premier secrétaire du parti, est terminé. Donc il remporte une sorte de... François Mitterrand remporte une sorte de combat de rancune qui était un peu affligeant. En 93, ça a été les élections législatives qui ont vu la chute du Parti socialiste. Enfin bref. Et puis enfin, peut-être que de tous ces événements, de toutes ces nouvelles, il y en a une qui a fait le plus de scandales, notamment à l'intérieur du Parti socialiste, c'est l'amitié que François Mitterrand avait gardée pour René Bousquet, puisque Bousquet, donc maître d'œuvre, n'est-ce pas, de la rafle du Veldiv, Bousquet, Mitterrand l'a reçu en 1986 chez lui, à la Tché, etc. Et il y a eu vraiment au sein du Parti socialiste un clivage entre ceux qui voulaient réduire la portée de ce scandale, l'expliquer, disant que tout cela c'était de l'histoire ancienne, que René Bousquet, il était passé devant les tribunaux à la Libération, et que désormais il était un citoyen comme les autres. Et puis en face, il y avait peut-être mieux représenté dans la jeune génération des Moscovici, des Manuel Valls, etc., l'indignation totale. Donc, il faut se replacer, n'est-ce pas, dans ce contexte-là pour comprendre ce qu'ont été les réactions de ceux qui, comme moi, avaient toujours voté pour Mitterrand, en 4 fois. 65, 74, 81, 88, j'étais infidèle. Bon,
Eh bien, c'est vrai que lorsque l'événement du jeudi m'a demandé, après le départ de François Mitterrand, donc en 1995, de faire un article un peu global, cet article était sévère, et beaucoup plus sévère que mon livre, n'est-ce pas? Alors, je dois dire qu'il était aussi beaucoup moins sévère que au moins 2 textes qui étaient terribles. Un texte que je cite un peu dans mon livre, un texte de Paul Thibault qui assimile Mitterrand vraiment à l'égocrate, quoi. C'est vraiment l'homme qui ne pense qu'à son pouvoir, etc. Et un article, alors là, plus inquiétant peut-être, de Régis Debray. C'est pas un article, c'est son livre, hein, Loué soit nos seigneurs. Et Régis Debray, qui avait été le conseiller à l'Élysée de François Mitterrand, et qui a écrit, je dirais, le texte le plus meurtrier, le plus assassin, n'est-ce pas, sur Mitterrand, sur son socialisme de raccro, etc., etc. Donc, hein, vous voyez un peu... alors, précisément, c'est parce que il y a eu, de ma part, beaucoup de sévérité en 1995, que 20 ans plus tard, je me suis demandé si je dirais la même chose. Et je réponds, contrairement à l'impression que vous avez, non, je ne dis pas tout à fait la même chose. Parce que, évidemment, je ne suis plus sous le choc là, de ces 3 années dont je parle. J'ai repris la vie de François Mitterrand depuis sa naissance, et j'ai tenté de comprendre. Je dis tout de suite que cet ouvrage n'est d'aucune façon un ouvrage de justicier, n'est-ce pas, ni d'un avocat qui voudrait réhabiliter, ni d'un procureur qui voudrait accabler. Absolument pas. J'ai écrit ce livre en historien, avec les informations dont je disposais, que j'ai cherché, que j'ai à peu près tout lu, enfin tout lu, pas tout lu sur ce qui est écrit sur François Mitterrand, parce que ça, c'est une bibliothèque absolument immense, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé sur tout ce dont on dispose, et j'ai essayé, évidemment, avec sans doute comment dirais-je, des moments où je suis plus objectif, plus impartial que d'autres, je ne sais pas. Vous savez, j'avais à la Sorbonne un de mes maîtres qui s'appelait Henri Marou, qui a écrit, entre autres, un ouvrage qui s'appelle « De la connaissance historique ». Et dans cet ouvrage, il conteste absolument la démarche positiviste qui nous ferait croire que l'histoire est une science, qu'on peut, avec des méthodes scientifiques précisément, dire la vérité, etc. Bon, tout cela, c'est de la blague. Bien entendu, l'historien professionnel est obligé, est tenu d'avoir une démarche scientifique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il arrive à atteindre, n'est-ce pas, la vérité. Bien. Marou disait « l'histoire est inséparable de l'historien ». Ça voulait dire que même si vous avez le souci d'être impartial, il n'empêche que vous n'écrivez pas de Sirius. Vous êtes né quelque part, vous avez une certaine philosophie, une certaine appartenance politique, ou appartenance religieuse, ou appartenance de ceci ou de cela, qui fait que il faut taire tout ça. Quand vous êtes devant votre ordinateur ou votre feuille blanche, il faut taire, il faut essayer de n'être plus rien d'autre qu'un observateur objectif. Mais c'est quasiment impossible. Alors, je peux vous dire ici, je peux le dire, généralement je ne dis pas ça, mais j'avais dans cette histoire, parce que cette histoire c'est un peu la mienne, bon la mienne microscopique, bon, mais je veux dire que c'est notre histoire, et surtout ceux qui ont plus de 50 et 60 ans, nous avons vécu tout cela. Et je l'ai vécu, je vous ai dit que j'ai toujours voté pour Mitterrand, mais mon inclination allait du côté de Michel Rocard. Bon. Donc, rien que cela fait que, évidemment, je peux avoir une vue sur Mitterrand qui, de temps en temps, peut être faussée par cette adhésion en temps. Je parle franchement, loyalement, je ne dis pas que
j'ai toujours essayé de l'éviter, hein, j'ai toujours évité de l'éviter. En particulier, j'ai bien montré la différence entre ces deux hommes, qui étaient tous les deux comment dirais-je, des hommes politiques de très haut niveau. Mais voilà, c'était... ils ne pouvaient pas se sentir. Ils ne pouvaient pas se sentir encore. Michel Rocard a fait des efforts beaucoup plus que François Mitterrand. Et du reste, Mitterrand avait un don de séduction tel que quand Michel Rocard l'a approché, il a quand même été bluffé par la culture de Mitterrand, son charme, etc. Alors que, bon, la réciproque n'est pas vraie. Mitterrand méprisait complètement, c'était narque, qui savait pas, qui parlait un jargon incompréhensible, en plus, qui était chef d'une bande qu'il appelait les chrétiens, bon, ce qui était très approximatif, enfin peu importe, c'était un rival, bon, etc. Voilà, alors j'ai fait cet aveu pour vous dire que, pour en revenir à la philosophie de l'histoire, si vous voulez, et vous dire que l'histoire, encore une fois, est inséparable de l'historien. Mais si l'historien est honnête et s'il veut véritablement s'approcher de cette vérité qui est inatteignable, il faut évidemment qu'il taise ses passions. Et justement, comme vous abordez ce sujet, vous aviez 20 ans en 1958, donc au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir, aussi quelques années, donc ça c'est 1955, le gouvernement Mendès France, qui est le personnage auquel on oppose le plus volontiers François Mitterrand. Dans votre étude historique, est-ce que vous avez découvert des choses, ou en tout cas, on va dire, changé un peu de point de vue, affiner votre point de vue sur les rapports entre les deux hommes, sur l'opposition, souvent très chimiquement pure, qu'on fait entre les deux Alors, oui, vous rappelez mon âge. Effectivement, à juste titre, parce que, et c'est pour ça que Mitterrand, évidemment, m'intéresse, parce que quand j'arrive à l'âge de voter, c'était 21 ans, hein, à l'époque, c'était en 58, et naturellement, Mitterrand, avec Mendès France, est un des deux grands opposants à De Gaulle. Pas à De Gaulle lui-même, mais à la façon dont De Gaulle est revenu au pouvoir. J'ai commencé à m'intéresser à la politique en 1954, j'étais au lycée, et c'était avec Mendès France. Nous avons été, beaucoup de gens de ma génération ont été absolument admiratifs devant la prouesse qu'avait réalisée Mendès France, arrivant, n'est-ce pas, devant l'Assemblée, et déclarant que s'il ne faisait pas la paix en Indochine au bout de 30 jours, il s'en irait. Alors vraiment dans un régime qui était si hésitant, bon. Eh bien, il a tenu son pari, comme vous le savez. Les accords de Genève ont été signés un mois après. Et ensuite, il a embrayé sur toute une série de questions qui s'appelaient le problème de l'alcoolisme, le problème de la Tunisie, etc. Donc, jamais nous avions vu dans ce régime de la 4e République, jamais un homme aussi déterminé, intelligent, pugnace. Et il avait comme ministre, effectivement, François Mitterrand. François Mitterrand, qui était donc son ministre de l'Intérieur. Et entre les deux hommes, comme on dit à Longchamp, hein, il n'y avait pas photo. Mendès France, c'était... quelqu'un qui avait déclenché un mouvement qu'on a appelé mendésiste et qui attirait à lui, en particulier, évidemment, la jeune classe, hein, dont je faisais partie, et des chrétiens hein, qui étaient tout à fait admiratifs aussi. Et alors, les deux hommes étaient très liés à ce moment-là. Simplement, il y a eu un conflit intérieur, on pourrait dire, dans l'esprit de François Mitterrand lorsque celui-ci a été attaqué par l'extrême droite au moment de la guerre d'Indochine, extrême droite qu'il accusait d'être un espion, hein, de fournir des renseignements au Parti communiste
du Conseil de la guerre. Alors, ça a été très grave parce que cette affaire a été, qu'on a appelée l'affaire des fuites, a été réglée et Mitterrand a été absolument dégagé de toute espèce de soupçon, lavé de toute accusation, mais Mendès France, qui avait son caractère, quand il a appris la chose, que Mitterrand était donc soupçonné d'espionnage, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas parlé, il a voulu faire ses vérifications, son enquête, etc. Et ça a duré plusieurs semaines. Et quand Mendès France lui en a parlé, François Mitterrand a été scandalisé que son ami, son allié, Pierre Mendès France, ait pu douter un instant de lui. Doute méthodique, dirons-nous, mais quand même, c'était insupportable. Bon, ensuite, il y a eu la campagne électorale du 2 janvier 1956, donc en décembre 1955, et ça a été la réalisation, la concrétisation du Front républicain avec la SFIO, le Parti radical, avec la gauche gaulliste Chaban-Delmas et quelques autres. Alors, entre Mendès France et Mitterrand, il y a eu encore du tirage sur la distribution des investitures. Et Mitterrand était vraiment énervé par le fait que PMF, comme on l'appelait, Pierre Mendès France, se taillait la part du lion. C'est lui qui décidait, n'est-ce pas? Ça date des plus bons. C'était pas insurmontable. La preuve, c'est que quand François Mitterrand l'a emporté en 81, Mendès France était là, présent à l'Élysée, et l'a soutenu pendant la campagne. Mais la grande différence entre ces deux hommes, c'est que il y avait, je dirais, chez Mendès France, une intransigeance morale qui n'était pas du tout celle de François Mitterrand. Tous les deux étaient les adversaires de la constitution de la Ve République, mais parce qu'ils en étaient les adversaires, ils n'en ont pas eu pour autant le même comportement. Mendès a eu, à mes yeux, le tort de ne pas vouloir entrer dans le jeu de ces institutions, et donc, surtout après 62, quand le président va être élu au suffrage universel, de refuser d'être candidat. Alors que François Mitterrand, qui condamnait tout autant la Ve République, lui est un homme politique. Je crois qu'il est plus politique que Mendès France, en ce sens. Je dirais que l'autre est plus moral. Ses convictions éthiques l'emportent, je dirais, sur... Et puis enfin, il a fait une erreur, Mendès France, en disant que cette constitution-là, ce régime-là, n'allait pas durer. Il ne pouvait pas durer, c'était le régime d'un homme, de Gaulle, n'est-ce pas, et que, au pire, quand il partirait, et du reste, il serait peut-être obligé de partir avant, disait Mendès France, ce régime est né dans la rue, il finira dans la rue. Et c'est pourquoi, en 68, on a cru, ou il a cru lui-même, n'est-ce pas, que sa prédiction allait se réaliser. Bon. Alors, Mendès France était inconséquent, puisque, après tout, dans son intransigeance, il a accepté de défendre, de faire la campagne de 69 à côté de Gaston Defferre. Il s'est produit à la télévision à côté de Defferre. Alors, c'était vraiment inconséquent, puisque d'un côté, il condamnait l'élection présidentielle au suffrage universel, il ne voulait pas être candidat, mais d'un autre côté, il faisait la campagne main dans la main avec Defferre. Tout cela a été une source de déception pour des gens de ma génération. On parlait de ma génération qui est née politiquement avec Mendès, le mendésisme, et qui est extrêmement déçu de voir que cet homme s'enferme dans une intransigeance sans efficacité. Mitterrand est tout le contraire. Il continue à critiquer,
morfondre la Ve République, notamment à travers un livre, un pamphlet remarquablement écrit, qui s'appelle « Le coup d'État permanent ». Et ça ne l'empêche pas, lui, non seulement d'être candidat, mais de vouloir l'être. Et il avouera, dès que j'ai su, en 62, que cette élection serait au suffrage universel, je savais que je serais candidat et peut-être, pensait-il, président. Donc deux hommes très proches, et sans doute Mendès France a eu de l'influence sur l'évolution vers la gauche de François Mitterrand. Et en même temps, deux personnalités très différentes. Très différentes. Bon, ça n'a pas empêché, comme je vous l'ai dit, Mendès France, qui est un homme loyal, d'avoir soutenu François Mitterrand dans sa conquête du pouvoir et jusqu'au bout. Michel Vinocq, merci. Je vais passer la parole pour la suite de notre échange à Christian Birabent.